Hello à tous, on est là. C'est le débrief live du MXUS de Washougal. Ce week-end, on était de retour sur la côte ouest des États-Unis et on va débriefer tout seul. Marvin n'est pas là, il est pas là. Il est parti, on ne sait plus où il est. Et donc, je fais ça en live avec vous, direct sur YouTube. Sans doute que... En fait, Marvin est en France en ce moment. Donc, il voyageait aujourd'hui. Et donc, il n'est pas là. Bon, Washougal, évidemment, terrain très différent des autres. Très typique, avec une texture de terre à base assez dure, glissante. À la télé, en image, en photo, Washougal, c'est le top. À rouler, c'est l'enfer. Parce que on croit qu'il y a l'adhérence maxi, et en fait, il y a l'adhérence zéro. C'est très, très, très compliqué. Parce que le dessous, c'est savonnette, c'est dur, un peu, toujours un peu humide, là. Et en plus, il y a beaucoup de sous-bois. Donc, gros soleil dans les parties dégagées et sous-bois. Et là, tu vois rien. Tu vois pas les trous, tu vois pas les ornières. Donc, c'est compliqué à chaque fois. Surtout quand tes yeux sont en plein soleil et après rentrent. Tes yeux, il faut qu'ils s'adaptent à la différence de clarité, quoi. Donc, très compliqué les sous-bois à Washougal. Et surtout, vraiment, l'adhérence précaire. On a vu pendant ces 30 dernières années, on a eu beaucoup de personnes, beaucoup de pilotes tomber et se faire surprendre par la traction. Pas de grippe, parce qu'en fait, bon, je vais vous expliquer un truc. La traction, c'est quand les crampons rentrent dans la terre, et le grip, c'est quand les crampons ne rentrent pas dans la terre. Donc, pas beaucoup de grippe à Washougal, donc il faut faire vraiment très attention sur l'accélérateur et surtout les roues avant, c'est très compliqué. Moi, je trouvais le terrain quand même pas mal, bien préparé, et ils annonçaient grosse chaleur. Donc, le matin, c'était de la boue, et il y avait quand même des ornières, peut-être un peu plus d'ornières que d'habitude. On a vu qu'ils ont ramené un peu peut-être du sable ou des copeaux dans certains virages, mais la majorité du terrain, c'était à peu près la même chose. En 2,5, 250 cm3, on est Jigan, la victoire, 2-1, Tom 1-2. Tom a fait des super beaux départs ce week-end. Là, on voit le départ de la première manche, nickel. Et en fait, tout le temps avec Jigan, c'est bien pour lui parce que bon, il est quand même meilleur quand il part devant. Ça, c'est clair et net. Et donc, il est rentré dans le bon rythme. On le voit ici, là, super agressif dans la montée. C'était vraiment cool. Et même dans le deuxième départ, ça, c'est le deuxième. Pareil, beaucoup d'agressivité dans les premiers tours. J'ai vraiment bien aimé ça. Et ensuite, dans la première manche, il est allé la gagner. Il a eu un petit coup de réussite quand Jigan était derrière au début et il s'était couché dans une petite épingle, dans un petit virage. Là, je vous la mets, la chute bête, hein, on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il tanque un peu l'avant ou le cale-pied à l'intérieur. Donc, il tombe. Ça donne un peu le gap direct à Tom. Mais Tom a été vraiment très, très solide en première manche. Il est quand même bon quand il roule seul et puis il se concentre sur son pilotage et tout ça. Et un peu moins bon en paquet et au contact. Mais il a montré beaucoup d'agressivité dans les premiers tours. On a vu Jigan avait un peu de problème à s'adapter à la piste. Il a un pilotage quand même beaucoup très agressif sur un terrain comme ça, c'est compliqué, surtout quand il y a beaucoup de petits trous de marche, de petites ornières, on peut pas vraiment se lâcher sur ce circuit. Et Tom a fait une bonne première manche.
solide. Digan a essayé jusqu'à aller 10 minutes de la fin où il a quand même abdiqué. Quand il a commencé à se retourner, peut-être à 10 minutes de la fin, regardez où il était le troisième, qui était sans doute Shimoda qui fait 2 fois 3. Il a vu qu'il avait une grosse avance au troisième. Je crois qu'il a pas vraiment forcé. Après, il a dit qu'il y avait des petits soucis de suspension. C'est normal à Washougal parce que donc moins de traction, glissant, donc les suspensions travaillent plus hautes. C'est dur de les faire rentrer. Et quand tu roules un peu dur sur les autres circuits, tu arrives à Washougal, c'est balle de ping-pong un petit peu. Il faut quand même beaucoup assouplir. Il y a 2-3 endroits rapides, mais la plupart du temps, on n'est pas en charge dans les trous à Washougal. C'est lent, c'est raide. Donc, il faut rouler quand même avec des suspensions quand même beaucoup plus souples à Washougal. Peut-être qu'il a eu un peu ce problème en première manche, chose qu'il n'a pas dû voir aux essais parce que le circuit avait quand même beaucoup moins de trous. Il faut savoir que les 2,5 ont commencé sont partis après les 4,5, donc sur terrain plus défoncé que d'habitude. Bon, c'était comme ça à Milleville aussi. Donc, petit souci de suspension pour Digan en première, d'après ce qu'il dit. Ensuite, je pense que ce qu'on a dit dans les épisodes précédents au point de vue de la moto de Tom, là, on voit sur les 2 départs, il part devant. Dans la grande montée, il y a une montée énorme avec des vagues qui suit le départ. Il était avec la Star à côté, donc la Star, il s'est pas fait déposer par la Star dans la montée, au contraire. Donc je trouvais ça bien. Et le fait qu'on ait dit la semaine dernière qu'il y avait la fourche quand même molle sur un terrain comme Milleville, donc Milleville, grosse traction, mou, obligatoirement les suspensions sont beaucoup plus molles à l'œil sur un terrain mou avec de l'adhérence qu'à Washougal. Donc, ces réglages moto à Tom seront meilleurs à Washougal. Et c'est un peu ce qu'on a vu. On n'a pas trop vu vraiment à part où il s'est fait kicker 2-3 fois l'accélération sur la table avant le gros mur dans le sable. Là, on le voit. J'ai pas envie de retourner voir la manche, mais je crois que c'était en première manche. Il reste 20 secondes au temps réglementaire. Et on le voit arriver dans l'appel de cette grosse table. Il y a quelques trous là. Il s'est fait kicker à bloc. Donc, il y a quand même encore du boulot à faire, je pense, sur le confort d'amortisseur. Mais c'était moins flagrant à l'œil que ces réglages n'étaient pas, surtout sa fourche. À Washougal, avec une fourche un peu plus molle, tu peux t'en sortir. Deuxième manche, un peu copie conforme pour Digan et Tom au début, 1 et 2. Pareil, toujours pareil. Dans les premiers tours, Tom a fait le job, agressif, on le voit scrub et tout, donc ça c'est quand même, c'était bien à voir. Et ensuite, on a vu Digan rester un peu derrière, ça faisait l'accordéon beaucoup suivant les parties du circuit. Peut-être dans les parties rapides, Digan revenait un petit peu, dans les parties serrées un peu moins. Il y a où Digan faisait des bons trucs, c'est qu'il allongeait vachement ses sauts, des fois comparé à Tom, surtout ce pensuc dans le sable. Mais on voyait qu'il contrôlait pendant la moitié de la manche, qu'il était derrière Tom, mais qu'il faisait pas, qu'il essayait pas très très fort, quoi. On a vu que il roulait quand même beaucoup plus propre en deuxième manche, c'est ce qu'il faut faire à Washougal. Et on avait l'impression qu'il attendait l'opportunité pour passer Tom et se barrer. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au milieu de la manche. Il a trouvé, Digan a trouvé l'ouverture. On va ici, là, boum. C'était un beau passage de l'extérieur. En plus, il n'a pas flanché, le minot. Donc, dès qu'il a passé Tom là, dans ce passage-là, il faut dire que le virage avant où Tom se fait passer, j'ai toujours pas compris pourquoi Tom allait à l'extérieur. Tous les tours, il perdait du temps. Quand tu es devant, tu vois pas, mais tu devrais le sentir que le mec revient dans
dans cet extérieur. Et il s'est entêté à faire l'extérieur dans ce virage. Et quand Digan était prêt, il a pris l'opportunité pour passer. Et ensuite, si vous regardez le temps autour à ce moment-là, ils étaient en 22. Tom Digan en 22. Et ce tour-là, quand Digan passe Tom, Digan descend en 20 et Tom reste en 22. Et ensuite, Tom a réussi à trouver un peu de la vitesse et à faire un gros 2,20. Il a essayé jusqu'au moment où il a fait un peu comme Digan en première, il a abdiqué, il a vu que c'était pas possible et que de toute façon Digan est parti à gagner avec, je pense, plus de 10 secondes d'avance. Mais c'est pas. On voit que encore une fois Tom a assuré sa deuxième place et je pense qu'il voyait qu'il avait rien pour Digan à ce moment-là. Donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal de faire d'assurer une deuxième place quand tu sais que le mec devant est quand même beaucoup plus fort. Après, c'était la manche locale de Kitchen, donc il fait 2x1 à Millville, donc monté à bloc. Il habite à Washougal. Enfin, il doit être en Floride pour s'entraîner, mais sa ville natale, c'est Washougal, donc il connaît le circuit, et il rentre à la maison. Et il nous a fait une course en bois d'arbre. Donc, il fait 12,4, pas dedans. Évidemment, comme on dit, nul n'est prophète en son pays. C'est compliqué avec la pression, les amis, les copains, la famille. Tu vois, donc, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de distractions avant cette course. Et c'est toujours compliqué de performer à la maison. Et ensuite, autre truc, c'est qu'on ne voit plus les KO au départ. Là, on ne les a pas vus. Donc, je ne sais pas ce que c'était. On a pu les voir les week-ends précédents. Mais ce week-end-là, les pilotes Kawa, donc on a Masterpool, il passe 6 et 16. Et Kitchen, il passe 17 et 5. Donc, au premier tour. C'est compliqué quand tu n'es pas au-dessus du lot. Évidemment, quand tu pars mid-pack et que tu n'es pas au-dessus du lot, c'est compliqué de remonter. Après, on peut parler des distractions de Kitchen. Donc, c'est les cheveux un coup c'est les étoiles, un coup c'est le léopard. Là, il est arrivé avec des, comment on dit, apron, je sais pas comment on dit, des tabliers là oubliez quoi, arrêtez un peu avec ces conneries là. Concentrez-vous sur la course, les gars. Il y a déjà tellement de choses à faire pour préparer une course dans de bonnes conditions. Je vois pas comment on peut être distrait et faire le tour de reconnaissance d'une manche avec un tablier juste pour amuser la galerie. Donc ça, vraiment, 0. Shimoda, bien. 2x3. 5 et 7 dans les premiers tours des deux manches. C'est pas des mauvais départs, mais c'est pas des départs exceptionnels. C'est sûr que s'il était parti 3 derrière Tom et Digan, peut-être que ça aurait fait quelque chose, ça l'aurait mis dans le rythme un peu mieux. Moi, il fait quand même 2x3. Shimoda, on l'avait un peu rayé de la carte en début d'année. Bon, là, il se montre comme troisième pilote à Washougal. Il a aussi fait une belle manche à Melville et les courses d'avant, où il en a gagné une d'ailleurs. Donc, c'est bien de le revoir là, mais ça manque toujours pour un mec comme ça, Factory Honda, qui a déjà fait des doublés dans des courses outdoor. Il faudrait qu'il soit un peu plus devant, évidemment. Après, j'ai Ryder Di Francesco. Donc, il passe 2x3. Il fait 4 et 6. Donc, c'est le mec qui passe rarement des pilotes. Et en fait, ça va être... je vais le passer là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Donc, boum. Le truc qui m'a sérieusement gavé cette semaine. Ryder Di Francesco va être mon coup de gueule de cet épisode. J'en ai déjà parlé en Supercross et tout. Et là, c'était flagrant. C'est le mec qui part tout le temps bien. Et jamais il se bat pour une place.
Donc, il part, il roule bien, il a une bonne vitesse. Hein, il fait, quand tu pars 3 et 3 et que tu fais 4 et 6, c'est que tu roules quand même pas trop mal. Mais au point de vue du fighting, il y a zéro. Il y a zéro fighting. Donc là, on va vous mettre la petite vidéo. Là, Di Francesco, il est troisième de la manche. Hein. Et donc, il a Shimoda derrière lui. Et on va se la mettre. Et là, on voit, boum, tranquille. Regardez Di Francesco comme il est là. Mais là, il laisse complètement passer. Là. Vas-y. À la limite, il lui faudrait un petit clignotant ou comme les mecs sur l'autoroute qui te disent, les mecs en moto ou quoi, ils te disent de passer, tac, tac, comme ça. Là. À un moment donné, gros, il faut arrêter de faire ça. Bats-toi pour un podium. Tu as fait 4 en première, tu fais 3 en deuxième, tu fais podium. Donc, bouge-toi, quoi. On va chercher le podium de la journée. Et ce minot, je sais vraiment pas ce qu'il a, mais il se fait doubler. Il part tout le temps bien, enfin souvent bien, et il se fait doubler comme si c'était un retardataire. Donc, vraiment, il faut m'expliquer comment personne puisse lui dire. Je l'avais déjà dit, je crois, en AM2 ou un truc comme ça fait longtemps. Ça fait plus de 6 mois. Et là, on le voit faire toujours pareil. Et voilà. Bon, après, on a Sébastien qui nous dit il est à côté de ses pompes physiquement. Peut-être que c'est le physique, mais c'est des pros, les mecs. Hein. Ils sont entraînés par Willan, Troily, la moto d'usine Gaz. Je veux dire, ils font que ça du matin au soir. Ils sont payés. À un moment donné, on est fin juillet. Le physique, il doit être là, quoi. Hein. Sinon, il faut aller changer de hobby, les gars. Allez, un petit coup d'eau. Donc voilà pour mon coup de gueule de la semaine. J'ai même envoyé un message à l'ancien manager de Gaz, puisque c'est plus lui maintenant, le manager de l'année dernière, qui est toujours chez Troily et Gaz, chez Troily surtout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait, votre mec, là, à rouler comme ça, quoi, laisser passer les mecs, vraiment incompréhensible. Bon, bref. Et c'est comme ça depuis toute l'année. Ensuite, enfin, Tom 5, de son coéquipier, Pierce Brown, 6 et 5, pas mal. Et puis, on a vu, pareil, Pierce Brown passe Di Francesco vers la fin. L'autre, vas-y, hein, clignotant, vas-y, passe. Surtout, me touche pas, j'ai peur que tu me fasses tomber, tu sais. C'est un peu le style du truc. Ensuite, bon, après ça, je veux dire, on va pas parler de grand monde parce que, bon, Aymas fait 8 et 12, on sait qu'il avait la cheville, il a la cheville en compote, donc il a limité un peu les dégâts, mais il a perdu gros à Milleville et il perd encore gros maintenant. Et puis, comme d'habitude, le petit Digan, il perd pas de points. Il fait ex aequo de points avec Tom, mais comme c'était Kitchen qui était à 51 points de lui avant la course, après Milleville, et aujourd'hui, il a 53 points d'avance, 54 points d'avance sur Tom. Donc, il a repris encore 3 points sur la deuxième place. La deuxième place a changé. Et maintenant, Tom est bien placé, vraiment un peu tout seul, on va dire, à 3 courses de l'arrivée en seconde place. Donc, il faut continuer. Je pense que pour Tom, il faut aller continuer à pousser Digan. Et maintenant, vraiment, si vraiment espérer à la régulière, ça va être compliqué de prendre 50 points en 3 courses. Ça fait 51 points divisé par 3, ça fait 17. Donc, il faut reprendre 2 fois 17 points, 1 fois 18 pour être champion. Ça va être compliqué. Mais il y a toujours la possibilité de chute, de blessure. Donc, il faut tout le temps mettre la pression, tout le temps. Et pas trop assurer, en fait, comme en deuxième manche. Parce que quand tu assures, tu fais la vie facile au mec qui est en tête. Il ne va pas prendre de risque, il ne va pas se pousser à faire des erreurs, etc. Il ne faut pas lui laisser lui faire la vie facile, quoi. Donc, si tu es deux, Tom, et que tu nous écoutes,
pousse, envoie le mec à la faute, qui perd de l'avant, machin. Et là, c'est vraiment la seule solution pour grappiller des points et essayer de tirer jusqu'à la dernière épreuve. Parce que là, virtuellement, si Zigan ne perd pas de points sur Tom sur les 2 prochaines courses, il est champion à une course avant la fin. Et ça serait pas, pour l'intérêt, ça serait pas trop cool. Ensuite, pour les 2,5, ça va aller. On a un petit message qu'on va faire passer à Baumer. Le problème, c'est qu'avec Baumer, c'est que on l'a pas vu du tout. Et j'ai vu qu'il avait fait un bon temps. Il fait 16,8. Il a dû tomber en première manche parce qu'il passe 10. Et en deuxième manche, il passe 12 et il fait 8. Donc, compliqué de voir, mais j'avais vu qu'il avait fait un bon temps au chrono. Là, évidemment, c'est pareil. Il revient. C'était compliqué à Milleville. Après, il revenait de blessure où il avait tapé un peu la tête fort. C'était à Red Bull, si je me rappelle bien. Ou ailleurs. Ou High Point, ou je ne sais plus où. Donc, ouais. Pour Baumer, il faut revenir un peu, se remettre dans le rythme. Je trouve que c'est un minot qui a quand même de la vitesse pure intéressante. Après, il faut mettre tout bout à bout, quoi. Essayer de partir de fond dans les 10, se battre, rouler avec une vitesse de top 5, et puis essayer de revenir, et puis aller aux portes du top 5, entre 5 et 8, ça serait cool. Il nous a montré qu'il pouvait le faire de temps en temps. Donc, mais bon, il est encore jeune, il a le temps pour ça. Bon, ça va être rapide. Le reste, je sais pas vous, mais après c'est compliqué derrière. Bon, après t'as les triomphes, ça rentre un peu dans le rang. Voilà, Swall 7 et 9 et Savage 9 et 7. Voilà. Il va falloir attendre qu'ils fassent de la perf pour parler un peu d'eux. 450 cm3. Évidemment, le roi Laurence n'est toujours pas là. Quand le New King, c'est évidemment Sexton. On voit qu'il a pris quand même une grosse confiance depuis que Jet s'est blessé. Il a dû gagner toutes les courses. Vraiment, comme on a vu à Milleville, il est fort. Physiquement, il attaque. Après, il y a quand même du déchet dans le pilotage. Encore des chutes un peu à trop vouloir. Et je le répète, de donner trop de confiance au terrain, en fait. Il a trop confiance au terrain. Et on le voit pousser les appuis et tomber. Et là, on a la même. En première manche, boum. Ça avait mal commencé pour lui. En première manche, il part. Et là, c'est juste c'est pas une erreur de rien du tout, là. C'est pas la faute à pas de chance. C'est la faute à de pas faire attention. Tout ce petit intérieur, là. Cette ornière, elle vient de se faire. Ça fait pas 10 ans qu'elle est là et bien creusée. On voit qu'elle est encore petite. Et là, il arrive, il met trop de poids sur l'avant, il arrive trop fort et il fait pas assez gaffe. Il faut faire attention. La texture et la densité de la terre dans les appuis. Si c'est mou, il faut pas rentrer comme un sourd parce que bon, ça va partir. En l'occurrence, comme ici. Et après, ça c'est pour la roue avant et pour la roue arrière, il faut toujours faire gaffe que la roue arrière elle est bien dans l'ornière avant d'accélérer parce que si elle n'y est pas, boum, on fait 180, on tombe. Et on voit quand même qu'il a trop confiance au terrain, il fait pas assez gaffe. Bon là, c'était en première manche, au début de la première manche, il est quand même, il est allé gagner les 2 manches assez facilement en passant Anderson, d'ailleurs 2 fois par l'extérieur. C'est pas c'est jamais bien ça quand tu te fais passer par l'extérieur. C'est une sorte de manque de respect. Et puis il est allé passer Hunter en deuxième aussi. Il fait le job.
Après, je reviens aussi sur ce que j'ai dit sur Milleville dans le débrief. Et ce que je disais pour Tom avec sa moto, Sexton roule avec une fourche molle. Et c'est haut derrière. Par exemple, voilà, c'est comme ça. Plessinger, par exemple, boum, c'est plus comme ça. C'est plus un chopper. C'est un peu inversé. Et en fait, sur un circuit comme ça, comme je disais pour Tom, tu le vois moins la fourche molle parce qu'il y a moins de traction, donc l'avant descend moins. Et donc, les problèmes qu'il peut avoir de confort et d'assiette sur des circuits mous et plus défoncés avec des gros trous, tu le vois moins ici à Washougal parce que c'est plus des petits trous, c'est des petites aspérités, des petites marches où il faut être quand même souple en basse vitesse pour que ça fonctionne et pour pas tout prendre dans les bras. Et en fait, là, ces suspensions, ça fonctionne un peu mieux. Alors, ça reste haut derrière, ça tape au cul dans les freinages, mais devant, c'était quand même beaucoup mieux à Washougal, mais c'est pas parce que la moto était différente, c'est parce que le circuit ne faisait pas que la fourche était trop molle, quoi, tout simplement. Donc je pense qu'il reste encore, même à l'œil, quand on voit Plessinger, évidemment Plessinger et Sexton, il y a presque un monde en termes de pilote, mais il n'y a pas tant que ça en termes d'efficacité et de comment de vitesse sur un tour, par exemple, parce que je pense que celle de Plessinger, elle est mieux suspendue. C'est une moto où tu peux aller plus vite avec, où c'est plus stable, tu peux descendre plus vite. Après, évidemment, dans les petits tourniquets, ça tourne obligatoirement moins bien. Mais il y en a tellement peu des virages comme ça où tu as besoin vraiment que ton avant soit en bas pour tourner. Il y en a tellement peu que ça sert à rien d'avoir une moto qui va bien à ce moment-là, quoi. Vaut mieux avoir une moto qui va bien sur le reste du circuit, qui est stable et qui vraiment qui descend pas, qui se prend pas tout dans les dents, dans les descentes quand il y a des gros trous. Donc j'ai trouvé que Sexton a bien roulé. Il a fait des beaux dépassements parce que là, c'est pas un mec qui gagne parce qu'il part de fort en tête. Sexton, il passe 6 et 4 dans les premiers tours, dans les 2 premiers tours des manches. Donc, il a fallu qu'il passe du monde, Anderson, Hunter, et j'en passe. Et on voit, je vais vous mettre, ça c'est en première manche quand il passe Anderson. Donc, de l'extérieur, ici, il se place. Et là, il faut dire que quand il fait cet extérieur-là, là, c'est du verglas par terre. C'est fou quand même qu'il soit tellement gaz comme ça. J'ai trouvé que c'était un beau... Et on voit derrière, vous voyez, derrière, on peut le remettre. Hein, on va se le remettre dans la descente. Et ça tape, hein, ça tape derrière. On voit que la fourche est molle ici, là. Boum, molle, et ça tape derrière. Il n'utilise pas le débattement dans sa descente. Mais l'action de se placer dans le premier virage, faire externe, recouper pour ouvrir le virage d'après. Et là, il y a un peu d'appui, c'est la colline, en fait. Hein. Tu vas chercher, tu vas autour du saut qui est plus adulte à l'intérieur. Tu vas chercher le mur. Mais ce mur-là, c'est béton. Et c'est savonnette, c'est super glissant. Et là, il y a zone d'ombre juste avant de sauter. Et dans cette zone d'ombre, il y a plein de bosses, il y a plein de trous. Mais en fait, tu ne les vois pas. C'est noir. Par terre, c'est noir. Et tu vois juste... donc, il faut vachement faire gaffe. C'est un endroit super, super dangereux à Washougal. Mais où il passe, là, c'est magnifique. Magnifique. Ensuite... on a un petit message. Les suspats d'Anderson me semblaient pas trop. Mais je parlais des suspensions de Sexton, gros. Anderson, il a le même type de moto que Plessinger, un peu bas derrière, au devant, un peu plus chopper. Donc, c'est Sexton que je trouvais que sa fourche était mollassonne. Donc là, il fait une super son dépassement. Vraiment, c'était très beau. Et en deuxième manche, il va nous faire la même. Il va nous faire un extérieur encore où Digan est tombé. Bon, c'est un peu moins radical, mais c'est quand même beau. Là, quand tu es Anderson, tu te dis, écoute, ça fait la deuxième fois que tu me passes par extérieur. Ça va pas le faire, quoi. Donc, mais Anderson a fait une belle course. Il fait enfin, qu'est-ce qu'il fait en score? Il fait 4 et 2.
Donc, il fait son premier podium de l'année. Il fait 3 de la journée. De l'année, peut-être pas de l'année, mais il fait notre podium. Je trouve qu'il a quand même pas mal roulé. Et pour revenir à Sexton, il fait, au point de vue stratégie, et rouler à vue, et changer de décision à la dernière seconde parce qu'il avait un plan dans la tête. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça. C'est exactement dans l'action avec Hunter qu'on va voir ce qui se passe. Il va pour faire dans la double trajectoire à la chicane, la exter-inter. Et au dernier moment, Hunter voit qu'il va à l'exter et il se met exter pour aller le bloquer. Et Sexton va piquer à l'intérieur dans le premier virage de la chicane et ça va fonctionner. J'ai trouvé cette action aussi magnifique. Donc on voit là, hop, Hunter va se mettre vers l'extérieur parce il sent Sexton et là Sexton plonge à l'intérieur et fait un dépassement superbe. Donc j'ai trouvé quand même ça stratégiquement. Quand je vois des trucs qui fonctionnent bien et le mec il fait vraiment, Hunter va pour le bloquer, il va se dire c'est bon, il va pas pouvoir me passer et finalement Sexton, même petit coup de frein, il va piquer à l'intérieur. Je trouvais que ça c'était vraiment une action magnifique. Voilà. Donc Sexton 1 et 1. Après au championnat, c'est bien parce que je les ai pas. Je crois qu'il a 28 points d'avance maintenant. Je les ai pas imprimés. Je crois qu'il a 28 points d'avance. Donc enfin une manche d'avance sur le deuxième qui est Hunter. Hunter, bon, on va pas parler. On parlera du deuxième et troisième ultérieurement, mais Hunter Lawrence, il fait 4 et 5, il passe 3 et 2. Là, on a un souci, là. Un souci physique. J'ai lu qu'il avait du mal, il savait pas pourquoi, il avait du mal à finir les manches. Bon, ça commence à faire quand même pas mal de courses. 17 Supercross, ils ont fait, et là, ils ont fait 8, c'était la 8e course. Donc, 17 et 8, chez moi, ça fait 25. 25 courses. Donc, automatiquement, les organismes commencent à être fatigués. Mais c'est là où il faut adapter l'entraînement entre deux courses, récupérer. Mais comme ça, on voit qu'ils ont travaillé l'hiver, ils se sont préparés pour l'Oudor, ils tiennent les manches de 35 minutes en début d'année. Et là, on voit qu'il y a la forme descend un peu. Donc, le physique est toujours là. Le physique, c'est juste la forme qui est plus là. Donc, surentraînement, fatigue, plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et c'est là qu'il faut adapter l'entraînement, le repos, essayer de faire des trucs différents. Et donc j'ai écouté comment un interview sur un truc américain. Hein. Il disait que il savait pas pourquoi, qu'il était fatigué, qu'il avait du mal à finir les manches, que d'habitude il les tient facilement. Après c'est bizarre parce que théoriquement, tu dois prendre ton pouls au repos le matin tous les jours. Et ça, vraiment, c'est ton indicateur de forme. Il n'y a pas mieux, quoi. Maintenant, ils ont tous les bagues qui prennent les trucs, ils dorment avec les bagues, ils dorment avec les montres, ils dorment avec les straps. Tu peux enregistrer ton pouls toute la nuit. Donc là, tu vois, par rapport à ton pouls de bonne forme. Là, si tu es à 10% ou 20% de pulsation de plus le matin, ça veut dire que tu es fatigué, que tu n'as pas récupéré. Donc là, tu ne peux pas aller faire une séance d'entraînement en Floride à 8000 degrés et faire 2 fois 35 quand le matin, tu es à 20% en plus en pulsation au repos. Ça veut dire que ton organisme est en train de se battre, de battre quelque chose, de se battre contre quelque chose parce que il y a un truc qui va pas, quoi. Donc, après, tu peux faire des analyses sanguines si tu as des carences et tout. Mais, et je l'ai connu, ça, d'avoir des baisses de forme. C'est obligatoire. C'est dur d'être, maintenant, avec le SMX, ça finit, la dernière semaine ou la 3e semaine de septembre et le championnat commence le premier week-end de l'année. Donc, ça fait un total de 9 mois. C'est dur d'être en forme 9 mois tous les week-ends, à part 5 ou 6 week-ends. Il faut tout le temps checker où on en est par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on ne fait pas. Et surtout,
Pour un mec qui est normalement bien préparé et avoir des baisses de régime, et c'est là où il faut changer l'entraînement et faire plus du technique, moins de physique, plus se rouler en qualité, moins se rentrer dans le lard et faire de la récup active, essayer de reprendre un peu du poil de la bête. Donc voilà, c'est un peu mon avis en fait par rapport aux performances de Hunter Lawrence. Après, on a vu Plessinger sur un terrain où c'est un mec qui vient de l'off-road, qui vient de l'enduro, qui a roulé beaucoup en GNCC, dans les bois, tout ça, donc il s'est senti comme chez lui là. Après, c'est pas pour ça qu'il est devant. Je pense qu'il a fait un super départ en première manche. Il était devant un moment. Il a roulé super bien, des bons chronos jusqu'à ce que Sexton revienne. Aaron a calé. C'est vrai que il y a quand même plein de petits trucs qui se sont passés dans ces manches. On voit que voilà, Plessinger cale, il donne le leadership à Sexton. Bon, il aurait passé, ça c'est clair et net. Mais on voit qu'Aaron prend un peu du poil de la bête, contrairement à Hunter qui baisse un peu de régime. Donc, automatiquement, comme les mecs sont serrés, ça les fait monter d'un petit coup. Et en deuxième manche, il est allé chercher Hunter. Parce que s'il passait pas Hunter, ben il faisait pas ça comme il faisait pas de la journée, il aurait fait 3. Voilà. Anderson reprend aussi, comme on disait, je trouve que sa moto est quand même pas mal. Je trouve qu'elle a de la traction, l'assiette est belle. Après lui, évidemment, c'est pas un Sexton ou un Lawrence en termes de performance et de vitesse. Mais je trouve que cette moto-là, je la trouve saine. Je suis pas super fan des réglages en théorie des KT parce qu'elles sont toujours hautes du cul, base de devant. Ça m'horripile, des motos comme ça. Vous le savez très bien si vous écoutez depuis l'USX, on en parlait avec la moto Atomac, molle devant ou derrière. Pour moi, ça avance à rien. C'est pas bon. Et là, quand je vois la moto de Plessinger et celle d'Anderson, voilà, c'est plus normal entre guillemets. Et on voit que les motos sont stables, ils arrivent à faire des belles choses et voilà, ils sont sur le podium 2 et 3. C'est peut-être pas une coïncidence tout ça. Ça aide quand même, les motos aident à la performance. C'est pas 80%, c'est les pilotes, mais les 20% de la moto, de la partie moto, il faut qu'elle soit bonne quand même pour que les pilotes puissent rouler et faire rouler dans de bonnes conditions. Ensuite, on a vu Justin Cooper qui était pas mal, qui a fait. En fait, il part en tête. Première manche, après il doit faire une erreur, il doit tomber, et puis après on l'a plus vu, et puis il est revenu 7. Dommage, parce que lui aussi, il commence, il met du gaz, et c'est un circuit qui l'affectionne particulièrement. Il a toujours bien roulé à Washougal, le Justin Cooper. C'est bête qu'il soit tombé en deuxième, quoi. Ensuite, on voit Dylan qui fait 6 et 5. Bon, si Justin Cooper n'était pas tombé, il aurait fait 6 et 6. 6 à la journée. Comme à Millville, voilà, la même chose. Donc, vraisemblablement, c'est sa place. Après, pour aller chercher les autres devant, en fait, Dylan, j'ai l'impression que c'est le premier des autres aujourd'hui. Et le premier des autres, c'est 6e. Donc, c'est déjà pas mal. Il bat Stewart et Craig. Bon, c'est pas des fautes de guerre, mais c'est quand même des pilotes d'usine. Et ensuite, bon, après, c'est quand même... bon, c'est que du privé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Dylan, c'est le premier des autres. T'as le top 5. Le premier, c'est Sexton. Il est au-dessus en ce moment. 2, 3, 4, 5, c'est Plessinger, Anderson, Lawrence, Cooper. Boum. Et puis après, le peloton, en fait. En fait, tu as le leader, tu as le chase, les mecs qui sont qui essayent de revenir, et puis les premiers du peloton, quoi. Donc, voilà. Et je pense que et si vous vous rappelez ce que je disais après la première course à Pala,
qu'il avait fait 4 ou 5 au général, je crois que c'était 4. Je disais, faites attention, c'est peut-être la meilleure place de Diane de l'année, au vu des circonstances de course, comme il roulait, tout ça. Et là, plus on arrive vers la fin, plus je vois pas à la régulière aller faire mieux qu'un top 4 aujourd'hui. Donc, je pense qu'il se languit que la saison soit arrêtée, soit finie. Et puis, j'attends comme vous qu'il annonce savoir ce qu'il va faire un peu pour l'année prochaine. À part ça, on peut parler des Frenchies. Les Frenchies, Romain Pape qui avait fait un bon temps au chrono, je ne me rappelle plus, parce que je ne sais pas, mais qui fait 12 en première et 34 en deuxième. On l'a vu qu'il se ruine avec, je ne sais plus qui, c'était QN Park, je crois, peut-être. Il se fait toucher, enfin les deux, il y en a un qui va sur la gauche, un qui va sur la droite sur une table, et là, boum, il s'accroche, et comme Romain était un peu derrière, ben, c'est lui qui a tout pris, et on voit qu'il tape la tête fort, un peu à la Hunter à Redbud. Donc, KO, enfin KO, je ne sais pas si c'était vraiment KO, mais DNF. Mais belle première manche, 12, top 12 encore. Je trouve que c'est quand même pas mal. Après sa 11e place de Milleville, je trouve que c'était cool. Et puis, c'est dommage que, voilà, cette deuxième manche, il aurait sans doute faire. Qu'est-ce qu'il fait QN Park en deuxième? Il fait 14, donc voilà, il était sans doute encore dans les 15. À part ça, en 4,5, vous voulez savoir quoi d'autre là? Je pense que il n'y a rien d'autre. Voilà. J'ai plus de vidéos non plus. Ensuite, on avait le MXGP que j'ai pas vu à Loquette, circuit en bois d'ébène comme d'habitude, béton, marche, sec, glissant, il y a tout. Donc j'ai vu les highlights. Et donc De Wolf et Geyser. Et là, je trouve que les motos aussi, c'est compliqué sur les circuits comme ça. Hein. On voit les mecs, ils sont tombés à droite, à gauche. Évidemment, Sacha Konen part en tête, tombe 2 fois. Deuxièmement, sur les highlights, j'ai pas vu, peut-être qu'il est pas reparti. Il a dit peut-être que se faire mal et on voit en deuxième manche. Mais les gars, arrêtez de tomber. Essayez de rouler un peu moins fort et finissez les manches. Arrêtez de tomber ou faire mal. Arrêtez de faire n'importe quoi. Restez sur la moto. Parce que la base, pour gagner, avant de gagner, il faut finir. Si tu finis pas, il faut finir. Donc, si tu finis pas, tu peux pas gagner. Bref. Ensuite, c'est beau, ça s'arsouille en GP, c'est ça qui est bien, mais ça fait un peu n'importe quoi. Après, je vois un mec, un triomphe, je sais plus lequel c'est, à Rup sans doute, il fait 4 fois l'extérieur, et 3 fois il se fait doubler dans le même virage. À un moment donné, il fait l'inter, gros. C'est pareil. Sacha Konen, pareil, avant un genre de double, il fait 2-3 fois l'extérieur, il se fait passer 2 fois à l'intérieur, par son frère et par peut-être De Wolf. À un moment donné, c'est pareil, change de trace. Donc, il faut être un poil plus stratégique là-dedans. Surtout sur un circuit comme Loquette. Il n'y a pas 300 traces. C'est pas super large. C'est défoncé. Il y a des marges de partout dans les montées, donc il faut pas y aller. Les traces, elles sont pas, c'est pas l'Omel, quoi. C'est pas large, c'est pas l'autoroute du soleil. Arrêtez d'aller prendre des... Et surtout quand vous faites passer au moins 2 fois. N'y allez plus dans la trace. Il y a un mec qui s'est fait passer 3 fois dans le même virage. À un moment donné, gros, fait quelque chose, quoi. Bon, super manche de Wolf en deuxième. Ça s'arsouille avec Lucas Konen. Moi, je trouve que ça roule bien. Ça attaque. Évidemment, il y a du déchet à bloc. Et on a vu le déchet avec Erlings en deuxième manche. Pareil. Pas bien parti, tombé à fond, des erreurs, des droites, des gauches. Oui, ça va vite, mais c'est un peu comme ce que je disais dans la manche de Sacramento interne avec Sexton, la deuxième qui part dernier qui gagne. Des jours comme ça, tu en as une fois dans ta vie où il y a tout qui passe et tu tombes pas et tu perds pas du temps.
Et là, le problème, il faut rester dans ses limites. Là, c'est pareil. C'est beau. J'adore le fait qu'il y ait de l'engagement pour Erling en deuxième manche, mais c'est trop limite. C'est trop des droites-gauche, trop de chutes. Et à un moment donné, là, c'est pareil. C'est comme ça que tu vas te faire mal et pas finir les saisons. Donc, toujours rouler avec une marge de sécurité. Ensuite, bon, j'ai bien aimé le duel Prado-Geyser et on voit que quand Prado part pas en tête tout seul devant et qu'il peut vraiment poser son pilotage, quand il est en bagarre, il est encore un peu soft. Donc, soft dans le un peu tendre. Tu vois, il n'est pas saignant. Il n'est pas saignant, il est tendre. Alors que Geyser, on voit qu'il a envie, au contact, il n'a pas peur, il y va, il met les épaules. Là, au freinage, je crois que c'est après les mécanos, là, ou celui d'après, ils arrivent tous les deux, et là, c'est coude contre coude. On voit le Geyser, il met un petit coup de gauche, là, boum. Et j'ai trouvé que c'était bien pour Geyser, quoi, d'être vraiment avec Prado en fight direct comme ça. Parce que souvent, quand Prado gagne, il se barre et les autres, ils peuvent pas revenir. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu plus d'intérêt là-dessus. À part ça, ben envoyez, hein, si vous voulez envoyer un peu des questions, je couperai au montage s'il y a des blancs. Et après, sinon, il y a la Formule 1. On parlait de Formule 1, c'était le top, le Grand Prix. Bon, après, stratégie, pas stratégie. On peut polémiquer là-dessus. J'ai trouvé que le Grand Prix était top et que Norris il a fait ce qu'il fallait faire. Mais je ne sais pas si je l'aurais fait. Ça dépend du chèque de la victoire. Si le chèque est plus du double de la deuxième place, peut-être que je lui donne pas. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de ça, souvent, de quoi je parlais déjà là? J'ai le... Oh, mince. Oui, voilà, on parlait de bonus et de laisser passer, de championnat, etc. Souvent, il y avait des cas où, on l'a vu avec Marvin et Dungey une année, qui laisse passer Dungey, machin. Mais dans ces cas-là, j'espère qu'en Formule 1, c'est comme chez nous, dans ces cas-là, c'est déjà discuté avant, en fin d'année, quand tu as ton teammate, par exemple, qui joue au championnat, comme moi, j'ai été teammate de Reed quand il jouait le championnat en 2004, en 2004. Et en fait, on nous demande de les aider un peu à la fin. Mais si, par exemple, dans le dernier tour, tu fais passer un mec pour lui faire gagner des points, à la limite, dis-moi, je suis troisième et que mon coéquipier qui joue le championnat, je le laisse passer au dernier tour et je fais 4 et lui 3, lui, il va se prendre un bonus. Et moi, en fait, j'ai laissé mon bonus, par exemple, un bonus en Supercross dans la catégorie N, c'est 25 000 balles. Mais là, le team t'a déjà dit avant, si tu laisses passer vraiment le mec pour qu'il aille prendre des points, il nous paye quand même le bonus. Donc, j'espère que McLaren, je sais pas comment ça se passe les bonus en Formule 1, mais j'espère que Norris, il a quand même eu un petit chèque, même si je pense qu'il n'en a pas besoin. Voilà. Quelqu'un a des nouvelles? Des nouvelles de Renault, Benistan et Mano? Zéro. La Mano Negra, non. Mano Fort, j'imagine, que je connais pas du tout d'ailleurs. Non, pas de nous. Je suis à 10 000 bornes. Je suis pas insider du tout et je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront de retour. Ensuite, une autre question, vite fait. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein, il y a 30 ans cette année, plus de motos d'usine. Donc, ça va être compliqué. Évidemment, les mecs... Beaucoup de mecs montent. On a vu avec Jet, Hunter.
les jeunes n'attendent pas. Donc, ça va être de plus en plus dur d'aller chercher le top 3 en SX. Je pense que là, c'est plus de l'impossible. Après, oui, c'est possible, mais il faut se mettre dedans. Il faut aller à l'entraînement comme il faut, arrêter de se prendre la tête avec les réglages de moto, trouver une moto saine, passe-partout, où tu puisses être performant, mais que tu te concentres sur… et comme je dis, la moto, c'est 20%. Mais si ton 80% est meilleur que les 100% des autres, tu n'as pas besoin de moto. Webb, il a gagné 2 titres SX, sa moto, c'était un saucisson. Thomas, il a gagné un titre SX avec la YAM, c'était un saucisson. C'est pas les motos qui ont gagné, là, c'est les pilotes. Hein. Là, on peut dire que celle de Laurence, oui, elle est vachement tout venant, elle a l'air facile à utiliser. Donc, oui, elle a l'air bonne et je pense que n'importe qui monte dessus peut à peu près s'adapter assez facilement. Donc, la moto, c'est que 20% de ton résultat. Le reste, c'est le pilote. Et si à 80%, tu es meilleur que les autres, tu n'as pas besoin d'une moto qui soit parfaite. Tu peux t'adapter. Et ça, c'est le problème. Et quand tu vois les mecs qui perdent du temps en fin de manche, qui n'ont pas la vitesse et qui cherchent encore les réglages, non, oublie les réglages. Va chercher la vitesse à la moto que tu as. Et le physique, soit irréprochable en physique, soit fait 35 minutes à 1 seconde de tes temps, de ton meilleur temps, tu verras que avec la même moto, si tu fais ça, tu vas en gagner des places. Alors que changer la couronne et 3 clics à la fourche, ça va pas changer, ça va pas te donner 15 secondes à la fin d'une manche. Alors que d'être prêt physiquement et d'avoir la vitesse, ça oui. Voilà. Quoi de prévu en 2025? Quoi de prévu? Ben, les gars, retraite, hein, moi, j'ai rien de prévu. Évidemment, il y a 2-3 mecs qui ont appelé pour avoir des conseils, des machins, du coaching. Mais le problème, c'est que ça prend du temps et ça prend de l'argent. Et je pourrais le faire gratuitement. Mais bon, quand même, à un moment donné, passer l'âge de faire de travailler pour des offres caritatives, tu vois, j'ai assez fait des trucs en gagnant rien. Donc, je dis pas de gagner des millions, mais d'être à moitié payé à ma valeur de ce que j'apporte. Ça serait quand même cool. Donc, c'est pour ça qu'en 2025, vu comme le podcast paye, je sais pas si on va continuer ça non plus, hein, parce que on va pas aller sur des pilotis à Tahiti avec ce que YouTube nous file. Tu vas coacher Bourdon. Ben en fait, Anthony voudrait, même si on n'a jamais travaillé ensemble. Après, il y a plusieurs choses avec ça. Il y a le truc, est-ce qu'il est prêt à faire ça à 100%, changer sa vie de noir et blanc, passer du noir au blanc ou du blanc au noir, du jour au lendemain? Et est-ce qu'il a les épaules pour tenir un entraînement à la Rocky Balboa dans Rocky 4 pendant 3 mois et plus si affinité. Donc, et aussi, un autre point, est-ce qu'il y a le budget, tu vois, le budget pour déjà me filer un billet et puis payer mes frais pour aller aux courses, est-ce qu'il faut aller aux courses, et puis après, voilà. Donc, ça, c'est compliqué. Donc, il aurait fallu que je discute avec le boss de Barix qui m'a vu vite fait à Milleville, à vous discuter. J'ai dit, écoute, on se rappelle. Donc, je n'ai pas discuté avec lui. J'ai vu passer un autre truc. Coach de Prado. Ben ça, c'est intéressant que vous… il y a un mec qui est dans l'industrie que je connais et qui… enfin, un gars qui a des connaissances dans l'industrie et qui a quand même beaucoup de bonnes news. Il m'envoie un message un jour, il me dit, mais tu vas coacher Prado l'année prochaine chez Kawa? J'ai dit, mais non, personne qui m'a appelé, enfin bref, non, pas du tout.
il me dit, oh, j'ai entendu un truc comme quoi pour aller chez Kawa, il fallait qu'il travaille avec toi. J'ai dit, écoute, Prado m'a pas appelé et Kawa m'a pas appelé. La dernière fois qu'il m'a appelé, c'était pour Faulkner, c'était il y a 2 ans. Donc, j'en sais rien du tout. Donc, il m'a appris la nouvelle. Donc, coach de Prado non plus. C'est pas dans les bacs. C'est vraiment, c'est pas fondé. Après, évidemment, Ducati 2025. Je crois que en fait, Ducati, c'est 2026 aux US et que à l'outdoor, d'après ce que j'ai entendu. Et ils veulent un team qui est déjà ancré ici. Les rumeurs, c'était Troy Design. Parce que l'autre rumeur, c'est qu'il n'y aurait qu'un team KTM l'année prochaine. Il n'y a plus de gaz, plus de Husky. Ils combinent tout dans un team sous l'étiquette KTM. Pareil en Europe. Donc, ça va laisser des teams available, disponibles pour récupérer les Ducati. D'après les news, en premier qui tient la corde, c'est le team Trolli. Voilà, mais 2025 non. D'après ce que j'ai entendu, ça serait 2026 et que l'outdoor. Donc voilà, restez en contact, on verra si on a d'autres news. Après, on va passer au basket. Un avis sur le fils de LeBron. Donc LeBron a été drafté par les Lakers, 55e. Premier 55 de draft à avoir un contrat garanti de 4 millions ou 5 millions sur 4 ans, un truc comme ça. Enfin, c'est un big deal. Et en fait, il fait un summer league, genre de match entre des débutants, des débutants pro, des rookies et des deuxième années, et avec des joueurs de deuxième division. Bon, ça, je vous fais ça vite, le topo vite fait. Et il n'a pas cassé 3 pattes à un canard. Hein. Donc, on verra ça. Mais il est jeune, hein, il a 19 ans, 20 ans. Donc, il a de quoi s'améliorer aux côtés de son père dans la même équipe. Voilà, après, les nations. Les nations, ça va arriver. Hein. En France, qui tu veux prendre? J'en sais rien. Tom en 2,5, évidemment. Romain, parce que bon, il fait toujours le job, il est super sérieux. Et puis après, je sais pas. C'est qui le prochain? Paturel, le prochain français, ou Dylan, s'il peut y aller, ou s'il veut y aller. Je sais pas son contrat, est-ce qu'il se finit. Donc voilà, ça va être compliqué. Même les US, on parle de Digan en 2,5, évidemment. Les dernières rumeurs, c'est qu'il se ferait opérer pour s'enlever des trucs dans son poignet ou quoi, qui s'est fait opérer en décembre dernier. Il faut qu'il repasse sur le billard. Donc, il est en train de dire que peut-être qu'il va pas y aller. Et ce que j'ai entendu, c'est Sexton qui tient un peu les rênes de tout. Si Sexton y va, des bons iront. Mais sinon, si Sexton n'y va pas, à mon avis, la team US, ça va être un team B. Voilà, et ça va pas être exceptionnel. Quoi d'autre? Ça va aller, ça fait 1 heure qu'on y est. Je pense que on a fait assez. Merci les gars. C'était du rapide. Il n'y avait pas Marvin. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Des fois, il faut faire vite fait à la dernière minute. C'était bien cool de lire un peu vos commentaires et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. Peut-être, pourquoi pas, une petite moto à remonter. Je suis en train de regarder si je peux pas acheter un 500 Kawa à 3000 balles, pas loin de chez moi, 20 minutes. Ça serait sympa. Mais bon, ça demande du gros budget à refaire parce que il sort pas de chez le concessionnaire, le 500 Kawa. Sur ce, bonne soirée et on se dit à une prochaine. Ciao tout le monde.